Je suis Lucie Le Chevalier-Hurard, je suis sociologue et j'ai soutenu ma thèse à l'Université Paris XIII sous la direction de Bertrand Pullman. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de Monsieur Tébric. Monsieur Tébric, c'est le personnage principal d'une nouvelle publiée par David Garnett en 1922. Monsieur Tébric se promène un jour dans les bois en compagnie de sa femme. Et celle-ci se transforme soudainement en renarde. De retour chez eux, Monsieur Tébric s'efforce de maintenir leur vie quotidienne d'avant. Il fait reprendre ses toilettes les plus distinguées pour les adapter à sa nouvelle allure. Il fait attention à ce qu'elle puisse continuer à marcher sur ses pattes arrière et à prendre le thé chaque jour dans de belles tasses de porcelaine. Mais ces habitudes qui comptaient tant jusqu'alors pour son épouse lui sont de plus en plus étrangères. Désemparé, M. Tébric la met alors à l'épreuve. Il lui offre en même temps un magnifique bouquet de fleurs et un lapin dans un panier, curieux de savoir lequel des deux présents aura sa faveur. Vous devinez bien entendu que c'est le lapin qu'elle choisit. Madame Tébric est devenue une véritable renarde. Son mari se résigne alors à la laisser quitter leur foyer commun et vivre sa nouvelle vie dans la forêt. Et inlassablement, il continue à lui rendre visite, malgré tout. On peut lire cette petite fable de beaucoup de manières. Pour ma part, j'aime y lire la métaphore de l'absence grandissante, si couramment décrite à propos des personnes considérées comme malades d'Alzheimer. Et en miroir, celle de la présence déployée par les personnes qui les entourent pour trouver les manières les plus justes d'accompagner. Ma thèse, je l'ai intitulée « Être présent auprès des absents ». Contrairement à la fable de David Garnett, ça n'est pas à des relations purement interpersonnelles qu'elle est consacrée, plutôt à des institutions. Comment des établissements d'hébergement pour personnes âgées se spécialisent-ils pour prendre en compte la particularité de leurs résidents apparemment absents et qui pourtant suscitent un accompagnement de plus en plus rapproché? J'ai documenté cette question en sociologue par des entretiens et par des observations en participant à la vie quotidienne de plusieurs établissements. Et cette spécialisation, je l'ai analysée à 3 niveaux. D'abord, dans l'organisation des établissements, où on voit apparaître des dispositifs de prise en charge séparés qui sont réservés aux personnes ayant des troubles importants. Ces unités Alzheimer qu'on dit sécurisées ou protégées. Ensuite, dans l'éthique professionnelle, où s'accentue la dimension de protection au prix d'une renégociation du paradigme des droits et des libertés des usagers. Enfin, dans les métiers, où on voit émerger des savoirs moins médicaux et plus pratiques, tournés vers les dimensions subjectives de l'accompagnement. Ces lieux spécialisés, ils ont été créés pour répondre à l'inadaptation. Mais qui est inadapté à qui? Est-ce que ce sont les personnes qui sont inadaptées aux structures qui les accueillent, ou plutôt les structures qui sont inadaptées aux personnes? Se pencher sur les dispositifs spécialisés, c'est au fond poser la question du fonctionnement ordinaire des établissements. Les personnes considérées comme malades sont-elles si différentes, comme Madame Tébric, devenue renarde, ou bien contribuent-elles à critiquer et à repenser le fonctionnement plus général? Par exemple, en mettant l'accent sur la singularisation de l'accompagnement ou sur l'importance d'avoir des professionnels qui remettent sans cesse sur le métier la réflexion sur leur accompagnement, en particulier lorsqu'il s'agit de pratiques contraignantes et de libertés fondamentales. Finalement, l'intérêt des dispositifs Alzheimer, c'est d'être des laboratoires d'expérimentation, de pratiques, qui valent bien au-delà de leurs murs pour l'ensemble des établissements d'hébergement pour personnes âgées.